Je vais déclassifier les renseignements à propos d'un site que nous n'avons pas frappé, où le Hezbollah a des millions de dollars d'or et d'argent liquide. C'est dans le bunker de Hassan Nasrallah. Where is the bunker located? Où se trouve le bunker? Directement sous l'hôpital Al-Sahel, au cœur de Beyrouth, dans le Daïa. Of Beirut in the Dahia. Le Hezbollah a construit ce bunker directement sous cet hôpital. Il y a des centaines de millions de dollars en espèces et en or à l'intérieur du bunker en ce moment. Inside the bunker right now. Alors ça tombe bien, Ignacio Bornassin, merci d'être avec nous, avec Irina Fourny et Pierre Humez. Merci beaucoup à tous les trois. Il se fait que sous cet hôpital, il y aurait peut-être, on l'a entendu, dit Tsahal, les réserves d'or, une partie en tout cas du Hezbollah. Et vous avez pu aller tourner avec et accompagné bien évidemment par le Hezbollah, tout simplement pour essayer de prouver au monde que Israël se trompe. Il n'y avait rien, c'était vraiment un hôpital. Alors oui, effectivement, hier, donc Tsahal fait cette annonce en disant qu'il y aurait donc des centaines de millions de dollars, des réserves d'or gigantesques sous cet hôpital Sahel qui se trouve dans la banlieue sud de Beyrouth, donc un fief du Hezbollah. Et juste après cette annonce, ce matin, tous les journalistes ici ont reçu une invitation de la part de la direction de cet hôpital Sahel, une invitation à la presse libanaise, à la presse étrangère, pour que tous nous venions à l'intérieur de cet hôpital et voir par nous-mêmes. Donc au cours de cette visite, nous étions accompagnés à la fois par des médecins, par le directeur de l'hôpital, mais aussi des employés. On a vu des locaux vides, notamment les chambres des patients qui ont été évacuées hier lorsque Tsahal avait fait sa menace. Nous avons pu marcher longtemps dans cet hôpital. On a demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose sous cet hôpital? Évidemment, sur place, on nous dit non, il n'y a rien, pour tenter de nous convaincre. Ils nous ont emmenés au deuxième sous-sol de cet hôpital. Donc là où se trouvent les morgues, là où se trouvent les générateurs, effectivement, nous n'avons absolument rien vu. Une visite qui a duré à peu près 30-40 minutes, mais il y a des journalistes qui sont restés encore plus longtemps. Nous sommes partis car il y avait à ce moment-là une nouvelle menace de Tsahal de frapper dans ce quartier-là. Mais Tsahal a ensuite dit, au courant évidemment que les journalistes faisaient cette visite, Tsahal a dit attention, ce fameux bunker de Nasrallah où se trouvent les millions de dollars et l'or se trouve peut-être sous l'hôpital, mais les entrées ne sont pas sous cet hôpital-là. Donc il y a une vraie guerre finalement de la communication aussi qui s'installe évidemment entre Tsahal qui veut montrer qu'effectivement le Hezbollah se sert d'infrastructures comme les hôpitaux pour cacher ces millions de dollars et son or, et puis de l'autre côté l'hôpital qui lui essaye de jouer son rôle pour venir en aide aux civils en disant regardez, nous n'avons rien à voir avec le Hezbollah, nous ne sommes pas complices du Hezbollah, il n'y a rien absolument sous nous. Merci beaucoup Ignacio, grand merci vraiment, et à Irina Fourny et à Pierre Humez qui vous accompagnent pour ce document exceptionnel. Le Hezbollah qui communique beaucoup, le groupe terroriste d'ailleurs, parce que dans une conférence de presse, l'un de ses responsables dit que la société financière va tenir l'ensemble de ses engagements auprès de ses épargnants. Alors, revenons tous les trois. Vous êtes habitués à ces reportages de terrain, ces reportages de guerre. On interprète ça comment? C'est pas la première fois que le Hezbollah emmène des journalistes après des frappes de Tsahal. C'est régulier, d'ailleurs, c'est une habitude de la milice chiite d'emmener les journalistes voir les dégâts et bien évidemment de ne jamais montrer ce qui pourrait être gênant pour elle. Moi, je suis absolument pas étonné qu'on ait pu voir qu'Ignacio et les autres journalistes n'aient pu voir aucune trace de ce prétendu bunker, s'il existe. Je ne le sais absolument pas, mais de toute façon, même s'il existait, il n'est pas possible de le voir lorsque vous faites ce genre de visite. Vous êtes totalement encadré par des gens qui vous indiquent où aller, quelle direction prendre. Vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez pas leur fausser compagnie pour aller voir un peu plus loin. Et puis l'entrée du bunker, de toute façon, elle n'est pas ouverte à tout un chacun, au tout venant qui passerait par là. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que, le Hezbollah communique sur la solidité financière, notamment par rapport aux épargnants, par rapport aux Libanais, en leur disant ne vous inquiétez pas, malgré les bombardements israéliens, nous sommes en mesure de continuer à financer une partie de la vie libanaise
qui repose en grande partie sur l'argent du mouvement chiite du Hezbollah. Et puis d'autre part, il y a Israël qui dit nous ne taperons pas l'autre bunker, celui où il y aurait 1 demi-milliard en liquide et en or. Nous savons où il est, nous ne le taperons pas. Mais Hagari ajoute, on ne l'avait pas là dans la traduction, nous disons à l'État libanais que s'il a besoin d'argent pour la vie économique, pour reconstruire le pays, l'argent est là en fait. Donc Israël cherche quoi ? Cherche à dresser les communautés les unes contre les autres, comme ça s'est passé pendant la guerre civile, comme ça s'est passé en 82, comme ça s'est passé en 2006. Mais Netanyahou a dit, je crois que c'est ce week-end, c'est le moment de vous débarrasser du Hezbollah. Il l'a dit, voilà, exactement. Des Libanais contre le Hezbollah. Mais là, ça continue avec en plus un appât qui est quand même considérable, un demi-milliard de dollars déjà, a priori. On va parler fond parce que le fond est important, mais forme. C'est-à-dire que si vous dites à votre ennemi, je sais où tu as planqué ton or, donc voilà, je peux frapper quand je veux. C'est aussi une façon de pousser l'ennemi à essayer de déplacer le dit or. Et puis peut-être de repérer un certain nombre de choses. C'est pas la première fois, on est dans la tactique. Il est en plein cœur d'Arek-Rek et il est en plein cœur de la banlieue sud. Les Israéliens pourraient le frapper, ils ont fait d'autres frappes. Bon, pour le moment, ils ont décidé... Ils pourraient le faire, oui, mais c'est encore un hôpital. C'est un hôpital, c'est un symbole. Ça pèse encore très très fort dans la guerre de la communication. Je me souviens... Ils ont décidé de ne pas le faire, mais plutôt d'inciter d'autres Libanais, peut-être d'autres, à venir se servir directement. Alors ça, c'est très intéressant. Vincent, votre analyse ? Alors, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que Israël a toujours tenté de frapper le Hezbollah à la caisse. Alors, il s'agit de frapper les stocks et les flux. Les stocks, c'est ces coffres-forts, réels ou pas, qui ont été, pour partie, en tout cas, la cible d'un raid. Et puis, vous avez aussi... mais les flux, pour le moment, les Américains frappent pas en Colombie pour la drogue, frappent pas en Syrie sur vous allez voir, le pétrole. Il y a un homme du Hezbollah qui a été tué en Syrie, à Damas, qui était un des financiers du Hezbollah. La frontière a été bombardée à de multiples reprises. On tape la logistique. Donc. Ça pose un problème sur les flux. Du Hezbollah. Alors, vous avez, au fait, dans une société libanaise dont on sait qu'elle est mortifiée par la guerre depuis des décennies, tout un réseau d'institutions que tient le Hezbollah. Institutions associatives, scolaires, sanitaires, caritatives, etc. et financières. Et précisément, la cible de cette liquidation dirigeait un réseau qui s'appelle le réseau Al-Qadr Al-Hassan, ce qui veut dire le prêt vertueux, en arabe, parce que vous savez que dans la finance islamique, l'intérêt est haram, c'est-à-dire qu'il est interdit, il est proscrit. Et donc, ce réseau avait à sa tête un autre personnage qui s'appelait le Cher Salah, qui lui-même a été éliminé par les Israéliens au début du mois d'octobre. Et donc son successeur, dont on n'a pas révélé le nom, a été, lui, semble-t-il, tué en Syrie, à Damas précisément. Donc c'est une manière de saper aussi l'assise, non pas seulement le financement de l'armement, mais aussi l'assise sociale du Hezbollah. Mais pourquoi je faisais allusion tout à l'heure à la question de la drogue et d'Amérique latine ? Vous savez, il y a un épisode qui est assez méconnu, qui date de la fin de l'administration Obama. Il y avait une opération, ça s'appelait le projet Cassandra, de la DEA, donc l'administration antidrogue américaine, qui visait précisément à démanteler tout un trafic de cocaïne et d'armes qui partaient des frontières Argentine, Paraguay, Brésil et qui atterrissaient dans les caisses du Hezbollah. Et à l'époque, Obama avait choisi d'enterrer ce projet, alors qu'on était à la veille de l'arrestation des caïds de ce réseau, parce qu'on était dans cette période où on négociait à l'arrache avec l'Iran l'accord sur le nucléaire, et qu'il craignait que plus on s'approche des vrais commanditaires de ce dispositif, plus on irrite Téhéran. Donc vous voyez qu'au fond, quand on parle de l'argent du Hezbollah, il y a aussi un autre flux, et je m'arrête là, que je connais assez bien pour avoir travaillé dessus, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc. Afrique. C'est la communauté libanaise en Afrique. Prenez Côte d'Ivoire, vous avez 100 000 citoyens d'origine libanaise, alors binationaux ou pas. Là-dessus, ils sont à 80% chiites. Et vous avez tous ces réseaux, alors soit par la zakat, c'est-à-dire une sorte de don qui est une obligation religieuse, volontaire, soit par un vrai racket. Vous avez aussi tous ces flux qui remontent d'Afrique subsaharienne. Près de 70% des revenus du Hezbollah seraient le produit de la drogue. C'est le département américain qui dit ça. Je rajoute un autre chiffre. Parmi les 2000 grands barons de la drogue, il y en a plus d'un quart, sociétés et
personnages physiques qui appartiennent ou qui dépendent du Hezbollah. Décidément, le Hezbollah 20% du commerce de la drogue dans le monde transite d'une manière ou d'une autre, en flux financiers ou en produits stupéfiants, par le Liban. Comme quoi, taper quelques coffres-forts. Oui, depuis la Syrie. Captagon, qui a été utilisé par les terroristes. Alors ça, c'est terrible.